Quel doctorant en sciences humaines et sociales n'a pas lu Carnet de thèse? Je me demande même si aujourd'hui j'ai besoin d'introduire l'invité du podcast, parce que j'ai l'honneur de recevoir Tiphaine Rivière, autrice de Carnet de thèse, la bande dessinée publiée en 2015 aux éditions du Seuil. C'est une BD qui a accompagné de nombreux doctorants tout au long de leur parcours et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous donnera envie de la découvrir. Alors avant de donner la parole à Tiphaine, je vous propose qu'on fasse une petite immersion dans la page 128. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Oula, c'est pas la grande forme, toi. Ouais, bof. C'est Karpov, c'est Kafka ou c'est le statut des doctorants? C'est Karpov. Je lui ai envoyé mon plan il y a 6 mois et il ne m'a toujours pas répondu. Ça fait long, non? Ça se lit en combien de temps? 69 pages. Tu veux pas les lire et on voit combien de temps ça te prend? Non mais, écris-lui pour le relancer. 6 mois, ça ne me paraît pas du harcèlement. Ah, t'as raison. Je vais lui écrire. En plus, je me demande si j'utilisais les bonnes formulations dans les messages d'avant. Il faut que je fasse hyper gaffe. Il a peut-être mal pris quelque chose. Tu commencerais par monsieur, bonjour monsieur ou cher monsieur? Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Alors avant qu'on rentre dans l'aventure carnet de thèse, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu obtiens ton bac et celui où tu décides de t'inscrire en doctorat à la Sorbonne Nouvelle? J'ai fait une prépa et j'ai raté tous les concours. Et après, en allant en fac, j'ai continué un peu par non-choix. En fait, j'aimais bien faire de la recherche, mais je pense que j'avais pas le niveau. Et du coup, j'ai fait maîtrise DEA à l'époque. Et à la fin du DEA, on m'a dit que c'était très bien et que je pouvais faire une thèse. Et j'étais fière de ça parce qu'en fait, j'étais pas si bonne. Et comme je savais pas quoi faire dans la vie après, c'était une bonne. Je pense que c'était un peu ouais, une manière d'avoir de la reconnaissance sociale, mais c'était pas une thèse qui était financée. Et donc, en gros, j'ai accepté de faire une thèse en faisant plein de petits boulots en parallèle. Et en l'occurrence, le petit boulot que je faisais, c'est que j'étais secrétaire au département des thèses à l'école doctorale. Et ça a duré 3 ans. Et au bout de 3 ans, en gros, mon directeur de thèse m'a dit qu'il me fallait encore 2 ans pour finir. Et moi, j'étais pas prête à ça parce que ouais, j'en pouvais plus. Et j'avais pas de, j'avais aucun espoir en fait de devenir enseignante chercheuse ou enfin en fait j'avais rien à faire là. Et je pense qu'on était très nombreux à avoir rien à faire là. Et du coup, il y a un moment où j'ai commencé à faire une BD pour un anniversaire juste, mais je savais pas du tout dessiner, donc c'était vraiment dessiné en bonhomme bâton. Mais en fait, en le faisant, j'ai commencé à adorer le faire et je me suis rendu compte que juste en faisant cette BD, même dessinée très mal et tout, j'avais plus de, je sais pas, de désir ou de, j'étais beaucoup plus vivante que depuis 3 ans que je faisais ma thèse. Et du coup, comme je vivais pas de la thèse et que je faisais plein de petits boulots, je me suis dit que autant arrêter la thèse et essayer le dessin. Et à l'époque, c'était un moment un peu difficile parce que justement, socialement, dire j'abandonne une thèse, j'ai 27 ans, je vais faire du dessin alors que je sais pas dessiner, c'était vraiment un peu. Mais il y a un moment où, en fait, je trouve quand on a fait une trop grosse sortie de route, en fait, au début, j'étais très bonne élève et puis j'ai fait tout ce parcours un peu raté. Du coup, il y avait plus d'attente non plus, quoi. Donc, je me sentais libre de ça parce que foutu pour foutu, en fait, à un moment, c'était pas grave. Donc, ouais, j'ai continué les petits boulots. Il y a mes parents qui m'aidaient aussi encore à ce moment-là. Et j'ai commencé le dessin. Et voilà pour ma carrière universitaire. Et avant, tu avais vraiment jamais... Tu dessinais pas, tu griffonnais pas un peu avant cette Non, première expérience? non. Enfin, quand Ah, je savais j'étais petite, je dessinais beaucoup, mais j'ai arrêté vers 12 ans, quoi, comme tout le monde. Mhm. Et si je me rappelle bien, au départ, carnet de thèse, ça se passe sur un blog. Ouais, parce qu'en fait, pendant un an, j'ai appris à dessiner avec un copain. Dès qu'on n'était pas au travail, on s'entraînait, quoi. Et il y a des gens qui m'ont dit que c'était bien d'aller sur Internet pour, je sais pas, avoir des conseils, voir ce que les gens aiment bien ou pas et tout. Donc, c'était plus pour s'entraîner et ça oblige à être régulier parce que comme il faut poster régulièrement, en fait, on se dit, bah, si j'ai commencé tous les lundis, s'il y a un lundi où je fais pas, je perds le peu de public que j'ai.
Et c'est vrai que ça marche pas mal. Et puis c'est motivant parce que même quand c'est 10 personnes au départ, même quand c'est 50 après, ben, je sais pas, il y a une attente. C'est pas pareil qu'être tout seul chez soi à faire des trucs. Et puis moi, au bout d'un moment, il y a eu quand même pas mal de monde. Enfin, je dis pas mal, c'était au maximum 500. Mais en fait, 500, quand on était en thèse tout seul avant, franchement, c'était vraiment énorme. Et puis, c'est resté à 500, mais il y a un éditeur du Seuil qui m'a contacté pour me dire qu'il aimerait bien faire quelque chose avec moi. Et à partir de là, j'ai pu faire la BD. Et donc, c'est un parcours qui n'est pas très représentatif parce que d'habitude, c'est plus compliqué que ça. Là, j'ai eu un peu, enfin, j'ai beaucoup galéré avant, mais à partir de là, ça a été une trajectoire plutôt dorée. Mais et je dis ça avec beaucoup de guillemets parce que du coup, carnet de thèse, je l'ai fait pareil, financé par moi-même parce que pour la première BD, c'est jamais payé. Mais après, j'ai gagné pas mal d'argent avec. Donc, j'ai eu 2-3 ans très tranquilles pour les autres. Mais ensuite, mes deux BD d'après, elles n'ont pas marché commercialement. Et en fait, c'est vraiment un métier dans lequel on n'est pas installé, quoi. Ça veut dire que un, un échec, ok. Deux, franchement, c'était compliqué. Et du coup, la distinction, j'avais une énorme pression. Parce que celle-là, si elle se vendait pas, c'était fini pour moi en BD. Enfin, en tout cas, c'était fini d'en vivre. Il aurait fallu que je fasse un autre boulot en parallèle. Donc, je suis très contente parce que la distinction, elle se vend extrêmement bien. Et donc, c'est bon, je suis repartie un petit peu sur les rails et tout ça. Donc, je suis très soulagée aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est génial, je l'ai vu dans plein de librairies, en effet, ce sera probablement ma prochaine lecture. Mais c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais tu n'as pas seulement publié Carnet Thèse, il y a eu plein d'autres bandes dessinées. D'ailleurs, tu préfères parler de bandes dessinées ou de romans graphiques? Oh, ça m'est égal, en fait, c'est plus un truc commercial, je crois. C'est des romans graphiques pour que les gens se disent pas que c'est pour les enfants quand on a changé. Mais c'est pas, enfin, moi, j'ai pas trop compris la différence, en fait. Il y en a un qui est un peu moins bien payé, par exemple, ce genre de trucs, mais je crois que c'est pas très important. Ah ouais, il y a des différences au niveau commercial et d'édition. C'est juste que la BD, en général, c'est des 47 pages, alors que le roman graphique, ça peut être 300. Donc du coup, c'est pas les mêmes formats, quoi. Ouais, c'est pas. Mais c'est vrai que, et oui, à l'inverse, Carnet de thèse finalement continue à vivre, même plusieurs années après son édition. Je pense que elle continue à bien se vendre, non? Ouais, en fait, elle continue à se vendre. C'est bizarre pour moi parce que en fait, entre carnet de thèse et la distinction, j'ai fait deux BD. Les deux, c'est comme si elles avaient jamais existé. En fait, maintenant, elles existent plus. Alors que carnet de thèse, c'est vraiment une BD qui est vivante. Et je sens que la distinction, c'est le cas aussi. Et comme c'est Bourdieu, ça va probablement être le cas pendant longtemps. Et donc, du coup, je sais pas, les journalistes ou quand je fais la promo, ils me disent après carnet de thèse, Tiffaine fait la distinction. Et en fait, entre les deux, j'aurais pu aller planter des choux au Guatemala, ça aurait été pareil. En fait, c'est vraiment trop étrange comme univers mais c'est marrant, c'est le jeu, quoi. C'est que il y en a qui vivent et il y en a, en fait, quand c'est fini, c'est même plus la peine d'en parler. C'est un truc mort et enterré. Mais carnet de thèse, en fait, il y a même des moments où, en fait, elle a été traduite dans plusieurs langues. Et à un moment, j'ai été invitée à un festival en Chine. Et il y a des Chinois qui m'ont dit, c'est incroyable, j'ai l'impression que tu as raconté ma vie. Et pour moi, c'était vraiment bizarre parce que j'étais à Pékin dans un endroit où ça ressemblait vraiment pas à chez moi. Et j'ai l'impression d'avoir dessiné une BD franco-française, même parisienne, quoi. Et, euh, et apparemment, c'est juste que ce qu'il y a de commun pour les thésards, c'est être face à quelqu'un. Enfin, c'est un rapport disproportionné, quoi. C'est quelqu'un de jeune, en général, face à quelqu'un de plus âgé, qui a 1 million de choses à faire, qui suit 60 personnes pour qui vous n'êtes pas du tout important, et soit où, en fait, c'est le seul truc qu'on fait de tout notre temps, quoi. Et ce rapport-là, en fait, cette histoire de directeur de thèse l'autre truc qui intéresse les gens, c'est faire un travail énorme et se battre pour que ce travail intéresse quelqu'un. En fait, c'est vraiment une situation kafkaïenne, quoi. C'est un truc qui a dans peu de boulot de faire un travail et de supplier les gens de le regarder, de le faire exister. En fait, c'est vraiment très spécial, quoi. Non, c'est vrai que les codes universitaires sont quand même à part, que ce soit les codes pour construire un CV, que ce soit les conditions d'entretien, de recrutement, ou même l'atmosphère, ça se distingue beaucoup du monde de l'entreprise classique. Et je pense que c'est ça qui peut soit intriguer, soit où on a besoin de partager ça avec d'autres personnes qui l'ont vécu. Ouais. Et tu sais si au niveau du public, alors évidemment, tu as eu un public, j'imagine, de doctorants dès le blog qui t'a suivi. Après, c'est vrai que si je prends mon cas personnel ou d'amis doctorants, on a tendance à faire circuler la BD à nos familles
pour justement qu'elles essaient de comprendre notre quotidien. Et est-ce que tu sais s'il y a un public qui est complètement déconnecté du monde de la recherche, qui aurait accès qui achète aussi cette bande dessinée? Eh ben, je sais qu'il y en a plein, mais il y a aussi plein de gens où en fait ça leur a pas du tout plu. Justement, ils disent bon, c'est vraiment une niche. Et donc, je pense que les gens, il y a des gens qui se sont laissés embarquer peut-être aussi parce qu'ils sont, je sais pas, intermittents du spectacle, enfin dans tous ces boulots dans lesquels ça peut ressembler aussi. En fait, quand on est chômeur, en fait, il y a plein de situations qu'on retrouve partout. En fait, moi dans la BD, c'est totalement symétrique à carnet de thèse. Ça veut dire qu'en gros, quand il y a des gens qui me disent c'est incroyable le milieu que tu as décrit, hein, en fait, c'est drôle parce que dans la BD, c'est vraiment tellement, enfin, c'est bien aussi étrange, quoi. Et je pense qu'il y a plein d'univers qui sont comme ça, donc il y a pas mal de gens qui sont rentrés par ça. Et puis il y a des gens où en fait ça leur a plu de découvrir un microcosme qui n'était pas le leur. Mais j'ai aussi plein de retours très négatifs de gens qui disent illisible sauf pour un thésard, truc de niche, on s'en fout, quoi. J'ai aussi beaucoup dessiné avec les pieds. C'est vrai que cette BD, elle est pas très bien dessinée, mais il y a plein de gens qui viennent de la BD où en fait ça les insupporte. Ouais, c'est vraiment ce que je comprends. Enfin, ça m'est égal, mais je veux dire, du coup, ce truc du dessin, ça a bloqué beaucoup de gens. Bon, ça c'est ton point de vue. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont adoré les planches. Mais en fait, moi, j'ai appris le dessin en faisant cette BD, donc bah, je veux dire, je m'en fiche, ça pourrait pas être autrement, mais je comprends que pour un puriste du dessin, ce soit un peu compliqué, quoi. Mais moi, j'étais déjà fière à l'époque d'avoir réussi à faire ce que je voulais, dans le sens où parfois c'est pas beau, mais en fait, j'ai réussi à faire passer les émotions ou les idées, les concepts, et donc du coup, à partir de là, voilà, aujourd'hui, j'ai appris des trucs que je savais pas faire à l'époque et c'est comme ça. Mais je sais que c'est un blocage pour plein de gens. Si elle avait été très bien dessinée, peut-être que ça aurait plus eu un public plus large aussi, quoi. Et tu parlais de retours négatifs. Est-ce que tu sais si le monde universitaire, bon, j'ai vu que tu avais été invité parfois pour des tables rondes, donc il y a eu un intérêt en tout cas. Au-delà des doctorants, est-ce que tu sais si le monde universitaire français, de manière générale, a eu un intérêt positif pour cette bande dessinée? Ouais, ouais, franchement, ça, j'étais étonnée justement. Bah, déjà, il y a un truc qui est génial, c'est que comme j'avais été secrétaire à l'école doctorale à la Sorbonne, enfin à Paris 3, ils ont fait le lancement de la BD. Donc, le jour de la sortie, il y avait 250 personnes à la Sorbonne pour un immense événement. Et donc, du coup, c'était déjà un lancement, mais gigantesque. C'était vraiment, ils m'ont beaucoup soutenu. Ça veut dire qu'ils auraient pu dire, c'est quelque chose qui nous critiquent, on va pas le soutenir. Et en fait, c'est eux-mêmes qui ont organisé la vente, quoi. Et ensuite, il y a plein de directeurs de directeurs de thèse qui m'ont dit à des dédicaces qu'ils étaient comme ça ou qu'ils expliquaient pourquoi est-ce que structurellement on est poussé à être comme ça. Et donc, en gros, c'est comme si j'avais fait des personnages repoussoirs qui permettaient aux gens de se situer par rapport à eux, quoi. Et donc, en gros, un directeur, il va se dire, est-ce que je suis Karpov? Dans quelle mesure je suis Karpov? Pourquoi je ne le suis pas? Il y a plein de doctorants qui ont dit, j'ai vraiment de la chance parce que c'est pas cette personne. Mais en gros, ça permet de faire son autocritique. Et du coup, j'ai l'impression que d'un côté, ça mettait les pieds dans le plat. Et donc, ça a permis à plein de gens de parler de problèmes qu'il y avait et à l'institution de dire, bah, c'est vrai que c'est bien que les gens soient au courant que c'est comme ça. Et de l'autre, en fait, il y a des gens pour qui c'était vraiment toxique cette BD parce qu'ils vivaient une thèse dans des bonnes conditions, avec des directeurs chouettes, ils étaient financés, ils sont heureux de faire ça. Et en fait, les gens autour d'eux considèrent qu'ils ont une vie de loser parce qu'ils ont lu la BD. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, où en fait, ouais, c'est des vrais chercheurs. Ce que je décris, c'est des gens qui n'auraient pas vraiment dû être là et à qui qu'on a laissé rentrer alors qu'ils n'auraient pas dû. Mais du coup, pour tous ceux qui sont complètement faits pour, bah, c'est vrai que c'était un peu dérangeant pour eux que tout le monde considère que leur manière d'être thésard, c'était la même que celle de mon héroïne. Ils auraient voulu être présentés comme des héros, ce qui sont. Enfin, moi, c'est l'image que j'ai de l'université, c'est que j'adore cet univers. Je pense que la recherche, c'est très important. Et là, j'ai fait une BD comique, mais si jamais j'avais mon niveau de scénario d'aujourd'hui ou de dessin, je ferais des amis à Jeanne pour avoir plusieurs points de vue. Je ferais quelque chose de beaucoup plus positif pour l'université. Et donc, probablement, je garderais son parcours à elle, mais j'en mettrais d'autres en perspective. Mais à l'époque, je ne contrôlais pas assez la narration ou le dessin pour être capable de lui faire des amis. C'était trop de personnages, en fait. Donc, j'ai vraiment fait
comme Martine va à la plage, Jeanne s'inscrit en thèse, Jeanne blabla, Jeanne ceci et nanana. Oui, je pense, c'est pour ça que je disais que Carnet Thèse nous accompagne. Et c'est sûr que chaque parcours est singulier, donc on peut pas forcément tous et toutes se reconnaître à chaque page. Mais par exemple, moi, je l'avais lu en début de parcours, là, je l'ai relu il y a pas longtemps, et je comprends certaines anecdotes que je comprenais peut-être pas au début. Donc, je Mm. pense que vraiment, ça peut être une BD qui nous accompagne, qu'il faut lire, relire, et des passages qui vont plus nous parler d'autres, c'est évident. Et tu disais que tu avais utilisé l'humour, enfin, tu as employé le mot de comique. Je crois que c'est aussi un trait caractéristique de la dernière BD, La Distinction. Est-ce que, parce que moi je trouve que Carnettes, c'est quand même une BD avec engagé. Et est-ce que l'humour finalement te paraissait le biais, un biais intéressant pour aborder des sujets un peu compliqués parfois? Bah, pour moi, c'est la base en fait de tout le temps. Parce que si on fait une satire de quelque chose, s'il n'y a pas l'humour, c'est forcément agressif. Donc déjà, il y a un biais qui est compliqué pour faire passer un message. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on rit qu'on se rend compte de l'absurdité d'une situation ou du fait que quelque chose soit inadmissible. Et en fait, là, parfois, quand dans ma situation, il y a des choses qui, aujourd'hui, m'énervent profondément ou me paraissent particulièrement injustes, en fait, je sais que la meilleure, si je réfléchis à comment je pourrais les exprimer en dessin, spontanément, dans la vraie vie, je vais avoir envie de dire, écoute, franchement, là, et d'être hyper, ouais, d'être énervé, en fait, ce sera hyper dur de le dire autrement. Mais justement, en fait, la narration, ça permet de faire en sorte que ce soit audible par son interlocuteur. Ça veut dire que si la personne à qui on veut dire que quelque chose fonctionne pas rit, c'est gagné, en fait. Ça veut dire que si elle a ri, c'est qu'elle a bien vu que c'était inadmissible. Et du coup, ça me paraît vraiment une bonne manière d'embarquer les gens qui sont du même côté que nous et ceux d'en face qui, à partir du moment où en fait ils ont été dans l'intimité de l'autre groupe et qu'ils ont ri de ça, ils peuvent plus dire qu'il n'y a pas de problème en fait. Et alors j'avais une question un peu plus, même si tu me disais que Carnet Test, tu trouvais que c'était pas sur le plan graphique encore abouti, mais j'ai quand même remarqué quelques petites choses qui revenaient, notamment au niveau du traitement des couleurs, parce qu'on a parfois des scènes, des planches avec des scènes en noir et blanc, comme quand c'est la foule qui ne fait pas forcément partie du monde universitaire. Il y en a où c'est beaucoup plus pastel avec des moments d'euphorie de Jeanne. Est-ce que il y a quand même une petite réflexion, j'imagine, sur la couleur, le choix des couleurs? Bah, ça, c'était vraiment difficile parce que comme j'en avais jamais fait, j'ai une amie comment ça s'appelle, une palette. Donc, du coup, en gros, il y a 20 couleurs qu'elle m'a mis. Elle m'a dit, toutes ces couleurs vont ensemble. Donc, tu peux les utiliser n'importe comment. En fait, tu es sûr que ça va pas jurer, quoi. Et donc, moi, si j'avais pas eu ça, ça aurait été vraiment impossible. Après, aujourd'hui, je sais que, en gros, sur Photoshop, il y a un outil qui s'appelle Pipette où on peut on prend une planche avec des couleurs qu'on trouve belles, on récupère les couleurs et en fait, on peut aspirer les palettes des autres, ce qui est autorisé apparemment. Et du coup, mais si jamais on avait l'infinité des couleurs, en fait, soi-même faire une palette quand on n'a pas la formation, c'est délicat, quoi. Donc moi, j'avais ces 20 couleurs qu'elle m'a données où elle a fait attention à ce que ça aille avec mon sujet. Donc en gros, les beiges, les gris des couleurs d'université, etc. Machin. Et à partir de là, je pouvais jouer avec. Mais dire qu'il y avait une réflexion sur la couleur, c'est délicat parce que vraiment, j'y connaissais strictement rien. J'avais juste ces 20 couleurs et je les mettais comme. Effectivement, il y a des moments plus doux et plus intimes et d'autres moments moins. Donc, j'allais pas mettre du rouge et du noir pour les moments intimes. Mais ça, à mon avis, même un mec de 5 ans, il aurait compris ce truc-là, quoi. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir été très créative à ce niveau-là, quoi. Et tu parles de moments intimes, c'est pareil, je sais pas s'il faut y voir une interprétation, mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait, je voulais te demander si il y avait aussi une recherche derrière la nudité. Il y a beaucoup de personnages qui apparaissent nus, notamment dans les moments intimes, quand Tiffen est dans la maison, donc en dehors Tiffen, du monde du... pardon, Jeanne, comme quoi, lapsus. non, en fait, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus pourquoi j'ai fait ça. Je pense que j'apprenais à dessiner. Du coup, pour moi, c'était drôle de dessiner des gens nus, mais en plus, je savais même pas les dessiner, donc c'est pas. Franchement, ça, ouais. Et en plus, j'aime pas trop ce que j'ai fait avec le directeur de thèse dans sa baignoire parce que, euh, en fait, je pense que si j'avais eu un meilleur niveau, j'aurais dû faire. Enfin, j'aurais dû montrer pourquoi.
Karpov était Karpov structurellement. En fait, le directeur de thèse, c'est pas que c'est un salopard, c'est que en fait, il a une charge administrative incroyable. Il doit suivre plein de doctorants. Il essaye de faire sa recherche. Je pense qu'il n'y arrive jamais et qu'il n'a pas le temps de lui-même continuer. Depuis la thèse, il n'a plus 3 secondes pour lui. Il y a il y a tout ce truc où c'est un peu idiot la façon dont je l'ai raconté parce que du coup, il y a des gentils et des méchants, alors que bah, ce qui aurait été intéressant, c'est de montrer que structurellement, c'est l'institution qui crée les gens et c'est pas des personnalités. Et du coup, des Karpov, il y en aura plein parce que en fait, leur travail est impossible à faire autrement. Du coup, le montrer dans un hôtel 3 étoiles pendant une conférence dans une salle de bain, c'était complètement idiot. C'est vraiment, ça fait partie des trucs où une fois qu'on a publié, on peut plus toucher. Je l'ai fait il y a 8 ans maintenant. Mais voilà, ben ça, c'est une erreur. Ouais. Bon, je pense que le lecteur qui est doctorant peut, je pense, avoir cette réflexion et peut-être avoir un peu de compassion même pour Karpov parce Ouais, qu'on est conscient de la situation. C'est évident que l'institution joue son rôle dans la construction de ces ouais. éventuelles individualités. Et donc, et d'ailleurs, est-ce que c'est posé à un moment la question d'une réédition de carnet de thèse? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, une version peut-être augmentée Ah ou oui, moi, j'ai pensé à ça souvent, ouais. Mais bon, après, en fait, je suis plus dans ce monde. En fait, j'avais fait 3 ans de thèse et ensuite la BD et ensuite j'ai vu... Et en fait, j'avais envie de vivre autre chose que les universitaires. Mais en soi, ouais, il y aurait beaucoup... Enfin, il y a plein de passages que j'avais coupés justement parce que comme j'arrivais pas à scénariser ses amis, à chaque fois, l'éditeur les a coupés parce que c'est vrai que ça brouillait tout. En fait, c'était pas bien fait. Mais il y avait plein d'anecdotes que j'avais rajoutées où j'avais développé plus la secrétaire et Karpov, justement. Et du coup, ça, ce serait possible. Et puis, en fait, d'autres passages que j'avais pas réussi à dessiner où en fait, on voit ce que c'est que l'obsession quand on travaille et qu'on est obsessionnel d'un truc. Et j'avais beaucoup plus travaillé ce truc-là. Et du coup, ça donnait l'impression que les recherches étaient beaucoup plus importantes. Enfin, que c'était une vraie épopée, quoi. Là, il y a la dimension épopée, elle n'existe pas tant, en fait. Un peu, mais pas. Et en fait, si je le refaisais, je pense que j'aurais envie qu'on voit l'énormité de. Enfin, tu vois, l'importance de ce travail, quoi. Même quand c'est sur des sujets où on a l'impression qu'il n'y a pas de domaine d'application, en fait, c'est une aventure folle, quoi. mais même si tu as, arrêté la thèse et que tu t'éloignais du monde de la recherche, moi je vois quand même, par exemple, avec la distinction, il y a quand même la figure de Pierre Bourdieu qui apparaît. Est-ce que ces 3 années ont un peu nourri ta manière de faire la bande dessinée ou tu vois aucune relation vraiment entre les deux pratiques? Ah si si non mais justement c'est pour ça qu'aujourd'hui ça m'embête d'avoir fait d'avoir mis dans carnet de thèse une vision si négative de la thèse parce que le niveau que j'ai aujourd'hui il est vraiment dû à la thèse. Ça veut dire que il y a plein de choses où par exemple la BD de la distinction c'est une BD qui était très difficile à scénariser parce que du coup il y avait 700 pages de concepts que je devais changer en une histoire et donc du coup j'ai scénarisé une histoire où il y a 25 personnages pour le coup puisque comme ça parle des classes sociales, si je faisais un représentant par classe sociale, ça aurait été nul. Et donc ça, évidemment, entre carnet de thèse et la distinction, il a fallu que je travaille beaucoup pour acquérir ce niveau, mais avec la thèse, je savais comment les auteurs, les grands romanciers l'avaient fait. Et donc, du coup, il y a plein de trucs où si j'avais pas fait cette thèse, je serais incapable de le faire. C'est comment on rend un personnage sympathique ou antipathique, comment on glisse de l'un à l'autre. C'est quoi le curseur entre comique et dramatique, comment le dramatique crée le comique et le comique le dramatique, ce genre de trucs. En fait, plein de trucs de justement comment on gère un flot de personnages pour on s'identifie vite, comment on peut faire et qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à des buts de personnages qui sont pas les nôtres. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, bah, quand on les a fait sur les plus grands, enfin, quand on les a étudiés sur les plus grands romanciers de tous les pays, le moment où on doit le faire soi-même, c'est sûr qu'il y a il y a une base, un scénario qui est avancé, quoi. Et du coup, moi, j'ai énormément appris pendant toutes ces années, pas seulement pendant la thèse, en fait, de l'après-bac jusqu'à la thèse. En fait, j'ai l'impression que c'est en prépa et en thèse où j'ai appris le maximum de choses, mais vraiment, je pourrais pas du tout. Il y a plein de trucs de scénario que j'utilise tout le temps comme technique que j'ai appris là. Écoute, pour terminer, je te laisse parler de la distinction. Alors, avant toute chose, parce que tu disais que les deux autres étaient tombés dans l'oubli. Il y a l'invasion des imbéciles et le cœur qui bat, c'est ça? Ouais, mais en fait, j'ai pas pu faire les tomes 2 à chaque fois. Mais le cœur qui bat, il suffit à lui-même. Mais bref, en gros, du coup, c'est des tomes 1 qui n'auront pas de suite. Et donc, du coup, c'est sûr qu'ils sont d'autant plus morts que c'est pas des one-shots. Mais c'est pas grave, hein. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup en les faisant aussi. En fait, du coup, j'ai l'impression d'avoir vraiment progressé parce que entre carnet de thèse et la distinction,
8 ans de dessin 10 heures par jour. C'est-à-dire que du coup, j'ai publié, je sais pas, 800 planches peut-être. Et du coup, je vois que ça me marque aujourd'hui que quand on fait quelque chose tous les jours, en fait, on a une courbe de progression qui est hyper forte. Et c'est agréable de se rendre compte de ça. Ça donne envie d'essayer d'autres trucs en se disant c'est juste une histoire de travail parce qu'en fait, même sans talent particulier, même quoi, c'est juste quand on aime bien faire un truc et qu'on le fait beaucoup, et ben du coup, ouais, voilà. Et alors, dis-nous un petit peu la distinction de quoi ça parle et comment le public pourrait se retrouver éventuellement dans cette nouvelle BD. Donc la distinction au départ de Bourdieu. C'est un des bouquins de sociologie qui a été considéré comme les plus importants au monde et c'est un livre qui porte sur les classes sociales, qui raconte comment nos goûts sont formés par la classe sociale d'où on vient et en fait ça raconte surtout le système de domination. Comment est-ce qu'on fait pour que les classes dominées s'autocensurent. Et en fait, ça passe par une description de chaque milieu social. Donc, comment les gens peuvent s'y retrouver, en fait, c'est sûr que n'importe qui peut s'y retrouver parce que on passe par toutes les classes de la société et on montre, je sais pas, comment ils s'habillent, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils aiment faire pendant leurs vacances, quel type d'amis ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils vont voter. En fait, tout est touché par les habitudes de classe, ce que raconte Bourdieu. Et donc, moi, ce que j'ai adoré en lisant le livre, c'est qu'il y a un truc un peu voyeur où on voit chez les autres, en fait, sur des trucs intimes, et on commence à comprendre des systèmes de pensée ou des styles de vie qu'on n'avait pas remarqués comme étant des styles de vie. Et sur soi, c'est une énorme psychanalyse parce qu'il y a plein de choses qu'on pense être des traits de personnalité, et en fait, c'est des caractéristiques de classe. Et c'est un peu déstabilisant quand il décrit une classe que c'est la sienne et qu'en fait, on est caricatural de cette classe dans tous les détails, quoi. Et parfois non, mais du coup, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui vient de là et qu'est-ce qui vient pas de là. Et donc, pour chaque personne, en fait, moi, je trouve que ce livre, il est incroyable. C'est vraiment un truc. Et en fait, en le lisant, je me disais justement, tout le monde devrait pouvoir le lire, mais c'est illisible parce que c'est vraiment très long. Il y a plein de passages très ardus, et après, il y a plein de passages vraiment chouettes avec des interviews, des trucs faciles à lire, mais il faut pouvoir passer des trucs vraiment, la structure structurante du structuré, c'est assez dur, quoi. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et ben, du coup, en gros, moi, j'ai raconté une histoire dans laquelle il y a un prof de lycée de sociaux qui doit initier sa classe à la sociologie de Bourdieu. Et en fait, à chaque fois qu'ils apprennent des concepts, on les voit qui retournent chez eux, qui vivent et qui commencent à regarder leur famille, leurs proches, leurs parents avec un nouveau regard. Et on les voit réagir à ça, parce qu'en fait, la sociologie de Bourdieu, quand on nous dit qu'on est déterminé par un certain nombre de trucs, ça crée beaucoup de rejet. Et donc, ce qui était intéressant, je trouve, avec ce livre, c'est de montrer les réactions qui suscitent quand les gens commencent à comprendre les concepts, la violence que ça peut représenter, ou le rejet même des classes dominantes. Ou moi, ce qui m'avait marqué quand je l'ai lu, c'est que je venais de sortir carnet de thèse, et du coup, j'étais très fière de moi à ce moment-là. Je me disais, j'ai appris la BD toute seule, le dessin tout seul, j'ai cartonné, et en fait, si je refais mon parcours social, bah, j'ai grandi dans une maison de 400 mètres carrés à Paris, j'ai fait des écoles privées, des lycées privés, des prépas privés, j'ai eu des cours privés de partout. J'ai été envoyée à l'étranger apprendre des langues pour rien. J'ai fait une thèse non financée, donc j'ai fait des petits boulots et tout, mais j'avais une soupape de sécurité derrière énorme. Et en fait, j'ai vraiment eu un parcours tellement facilité que je réalisais qu'en fait, ça m'a vraiment remis à ma place. Il n'y avait vraiment pas de quoi être fière. En fait, j'aurais dû réussir à faire beaucoup plus. Il y a un sentiment de redevabilité qui est très fort en fait quand on comprend ça. Et du coup, il y a un rejet aussi fort des classes dominantes de ce truc-là parce que l'endroit où vous êtes, du coup, ça remet en cause le fait que oui, vous avez beaucoup travaillé, mais voilà tout ce qu'il y a eu pour que vous y arriviez, etc. Et voilà, bref, en gros, moi, ce livre, je pense que tout le monde devrait le lire. Du coup, l'original pour ceux qui ont le temps et pour ceux qui n'ont pas le temps, la BD, parce que je sais pas, je trouve ça essentiel en fait comme truc à comprendre. Mais la BD pourrait être une porte d'entrée vers l'œuvre de Bourdieu, ce serait génial. Ouais, carrément, ouais. Avant de laisser place au générique, je tenais à faire une mention spéciale à Julie et Adrien qui ont prêté leur voix à Jeanne et à Loïc, les deux protagonistes de Carnet de thèse, mais aussi à Elena qui a fait un stage avec moi et qui a participé à la préparation et au montage de cet épisode. Merci à tous les trois. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.